Cette vidéo explique les propositions relatives à la comptabilité par fonds, incluses dans la section 36 des directives comptables internationales pour les organisations à but non lucratif, dans le cadre du troisième exposé sondage. Elle explique également les changements proposés à la section 5 sur l'état des produits et des charges qui ont été partagés à l'origine dans l'exposé sondage 1. La comptabilité par fonds est l'un des concepts clés de l'INPAG. L'existence de fonds distincts permet aux OBNL de suivre la réception et l'utilisation des ressources selon leur objectif prévu. Cela signifie également que les soldes des fonds reportés d'une période à l'autre peuvent être indiqués. La comptabilité par fonds est essentielle pour la transparence et la redevabilité des fonds d'une OBNL. Toutes les OBNL disposent d'au moins un fonds. Ce fonds peut être appelé fonds général, fonds accumulé ou réserve générale. INPAG utilise le terme de fonds général. Une OBNL peut disposer d'autres fonds pour diverses raisons. Cela peut être dû à des choix opérationnels internes ou à des engagements publics externes. Le maintien de fonds supplémentaires peut également être nécessaire en raison d'exigences légales ou équivalentes, découlant d'accords avec des bailleurs de fonds ou des donateurs, ou des lois locales. Chaque OBNL doit déterminer si elle dispose de fonds autres qu'un fonds général. L'INPAG adopte une approche fondée sur des principes qui examinent la substance d'une transaction plutôt que sa forme juridique. Un fonds distinct existera dans deux cas. Soit il existe une obligation légale ou équivalente de suivre séparément les ressources et la manière dont elles ont été utilisées. Soit les parties prenantes ont des attentes raisonnables quant à l'utilisation des ressources pour un ensemble spécifique d'activités et que ces ressources seront suivies. Ces parties prenantes peuvent être externes, comme les bailleurs de fonds, ou internes, comme l'organe de direction. Si aucun fonds distinct n'est identifié, une OBNL ne disposera que d'un fonds général. Les attentes raisonnables des parties prenantes sont essentielles pour qu'une OBNL puisse décider si un fonds doit être identifié et présenté séparément. Les facteurs qu'une OBNL peut prendre en considération pour déterminer si une partie prenante a des attentes raisonnables en ce qui concerne une subvention ou un don individuel sont notamment les suivants. L'intention de l'OBNL d'agir d'une manière particulière et la manière dont cette intention a été communiquée. Si la communication externe des intentions de l'OBNL a eu lieu avant ou après que des ressources ont été fournies ou promises. Toute préférence exprimée et l'expérience antérieure de collaboration avec ce bailleur de fonds. Les pratiques passées et le niveau de discrétion sur l'utilisation des ressources. Lorsqu'une OBNL prend un engagement public externe concernant l'utilisation des ressources collectées dans le cadre d'une campagne de financement spécifique, au moment ou avant le début de la levée de fonds, la campagne doit faire l'objet d'un suivi distinct. En effet, ceux qui répondent à la campagne s'attendent à ce que les ressources soient utilisées pour l'objectif spécifique de la campagne. Ils s'attendent à ce que ces ressources puissent être identifiées et suivies séparément afin de s'assurer que les fonds ne sont utilisés qu'à cette fin. L'engagement public externe crée cette attente raisonnable. Dans certaines juridictions, il peut également y avoir une obligation réglementaire de séparer ces fonds. Si un engagement public externe n'est pas pris, au moment ou avant le lancement de la campagne de levée de fonds, un fonds distinct peut ne pas être nécessaire. Une OBNL devrait suivre l'utilisation des ressources dans un fonds à travers des rapports de gestion réguliers. Elle doit en tout cas tenir des registres comptables séparés pour l'ensemble des activités de chaque fonds. Ces registres comptables comprendront les produits, les charges, les actifs et les passifs. Seuls les produits, les charges, les actifs et les passifs liés aux objectifs spécifiques du fonds peuvent être enregistrés pour ce fonds. Cela peut inclure les coûts directs, les coûts partagés et les coûts des fonctions support, auxquels nous reviendrons plus tard. De nombreux accords de subvention pourraient être considérés comme un fonds. Pour être un fonds distinct, une OBNL doit être en mesure d'identifier les actifs et les passifs spécifiques à chaque subvention, y compris les actifs non courants tels que les installations et le matériel, ainsi que les travaux en cours. Les dettes, les créances et les liquidités associées à chaque fonds doivent également être suivies. En effet, à la fin de l'accord de subvention, toute liquidité ou autre actif restant peut devoir être retourné au bailleur de fonds ou peut devoir être identifié comme étant disponible à d'autres fins. Pour chaque fonds distinct, une évaluation doit être effectuée à chaque date de clôture. Cette évaluation examine si un fonds doit être présenté comme faisant partie des fonds restreints ou des fonds non restreints. Pour qu'un fonds soit présenté comme un fonds restreint, il doit répondre à l'un des deux critères énoncés dans l'INPAG. Le premier critère examine si les ressources dans un fonds sont limitées à un but ou une activité spécifique, en raison d'une exigence imposée de l'extérieur. Il s'agira le plus souvent d'une disposition légale ou équivalente qui peut prendre la forme d'un accord formel ou d'un arrangement privé. Le deuxième critère consiste à savoir si l'OBNL a communiqué publiquement un engagement selon lequel les ressources collectées lors d'une campagne de levée de fonds
seront utilisés dans un but spécifique. Cet engagement public doit être pris au moment ou avant le lancement de la campagne de levée de fonds. Si la campagne a créé une attente raisonnable, selon laquelle les ressources collectées ne doivent être utilisées que pour un but spécifique, alors le fonds doit être traité comme un fonds restreint. Il est possible qu'une OBNL ait plusieurs fonds individuels qui sont assortis de restrictions. Un certain nombre de facteurs ont été pris en compte lors de l'élaboration des critères. Les éléments suivants n'ont pas été considérés comme des critères permettant de décider si un fonds doit figurer parmi les fonds restreints. Les OBNL ont l'obligation morale et éthique d'utiliser toutes leurs ressources pour les besoins de leur mission. Dans la pratique, il peut être difficile de distinguer les exigences morales et éthiques relatives aux activités générales d'une OBNL des activités plus spécifiques. Les exigences morales et éthiques, prises isolément, ne constituent donc pas un critère pour déterminer si un fonds est restreint. Les exigences réglementaires peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Comme cela pourrait conduire à des traitements différents d'activités similaires d'une juridiction à l'autre, les exigences réglementaires ne sont pas non plus un critère. Le traitement comptable des ressources reçues dans un fonds n'est pas non plus un critère. En effet, la décision de présenter un fonds est indépendante du moment de la comptabilisation des revenus. Bien qu'il ne s'agisse pas de critères permettant de déterminer si un fonds est restreint, ils peuvent constituer des facteurs permettant d'identifier la nécessité d'un fonds séparé. L'exposé sondage 2 de l'INPAG portait sur la comptabilisation des accords de subvention. Ces accords étaient catégorisés comme soit des accords exécutoires de subvention, AES, soit d'autres accords de financement, AF. Les obligations dans les AES créent une exigence pour l'OBNL d'agir d'une manière spécifique. Ainsi, lorsqu'un AES remplit les critères pour être considéré comme un fonds, on s'attend à ce qu'il soit présenté comme faisant partie des fonds restreints. C'est le cas, même si les droits et obligations découlant de l'AES peuvent être présentés comme un actif ou un passif, plutôt que de donner lieu à un solde de fonds. Un AAF peut être un fonds distinct. Les restrictions imposées par un AAF peuvent signifier que le fonds est un fonds restreint. Même si un AAF ne crée pas d'obligation actuelle aux fins de comptabiliser les revenus, il peut toujours être présenté comme faisant partie des fonds restreints. Plus tard dans cette vidéo, nous aborderons quelques propositions de présentation des informations à fournir qui visent à assurer la transparence des produits et des charges de chaque période de présentation des états financiers et à mettre en lumière les situations où les ressources disponibles sont insuffisantes pour financer les activités requises ou lorsqu'il y a un excédent. Les coûts enregistrés pour chaque fonds peuvent être les coûts directs, les coûts partagés et les coûts des fonctions support liés aux objectifs spécifiques de ce fonds. La répartition des coûts partagés et des fonctions support doit être calculée conformément aux principes énoncés à la section 24, partie 2, classification des charges. Les coûts, y compris une répartition raisonnable des fonctions support, doivent être imputés, même s'ils ne sont pas récupérables dans le cadre de l'accord de subvention. Tous les coûts pertinents doivent être imputés au fonds, même si les ressources du fonds sont insuffisantes à ce moment-là pour couvrir toutes les charges. Si les coûts liés à la réalisation de l'objectif spécifique pour lequel le fonds a été créé dépassent les ressources initialement fournies, ces coûts doivent également être imputés au fonds. Cela permet d'assurer la transparence des coûts totaux d'une activité. Les soldes d'un fonds doivent être examinés à la date d'établissement du rapport pour déterminer si un déficit est temporaire ou permanent. Si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que des produits supplémentaires viennent combler un déficit ou à ce que des charges supplémentaires soient engagées, le solde sera reporté. S'il y a un déficit permanent, l'OBNL devra y remédier en transférant des fonds de ces fonds non restreints. Les transferts entre fonds peuvent être effectués pour plusieurs raisons. Celles-ci incluent pour combler le déficit sur un fonds restreint, pour transférer un actif non courant désormais détenu dans un but général plutôt que dans un but restreint, lorsque le solde d'un fonds restreint a été libéré par le bailleur de fonds et peut être utilisé à n'importe quelle fin, et lorsque le solde d'un fonds restreint peut être utilisé à d'autres fins, sans conséquences légales ou réglementaires. Il est essentiel qu'un transfert entre fonds ne soit effectué que s'il est légalement autorisé. Les transferts entre fonds au cours de la période couverte par le rapport doivent toujours s'équilibrer à zéro, de sorte que chaque transfert hors d'un fonds soit égal à un transfert dans un autre fonds. Les fonds non restreints peuvent être utilisés à la discrétion de l'OBNL pour promouvoir n'importe quel de ses objectifs missionnaires. En d'autres termes, ils ne sont pas limités à un but ou à une activité spécifique. Les fonds non restreints comprennent tout fonds créé par désignation interne par l'organe de direction d'une OBNL, ainsi que tout autre fonds qui n'est pas un fonds avec des restrictions. Pour éviter toute confusion, le fonds général est un fonds non restreint. Lorsqu'un bailleur de fonds exprime une préférence non contraignante sur la manière dont les ressources doivent être utilisées, cela est généralement inclus comme faisant partie des fonds non restreints, car il s'agit d'une préférence et non d'une exigence. La direction peut suivre ces ressources séparément si elle le souhaite.
L'INPAG permet que les ressources désignées internement puissent constituer un fonds. Un fonds désigné internement peut exister, par exemple, lorsque les membres de l'organe de direction mettent de côté des ressources à utiliser pour un ensemble spécifique d'activités. De tels fonds doivent être présentés comme faisant partie des fonds non restreints, car l'objectif du fonds peut être modifié avec l'approbation de l'organe de direction. La désignation interne des fonds peut inclure la mise de côté de fonds pour un projet ou un engagement futur, tel qu'un investissement dans de nouveaux équipements, une restructuration ou une expansion dans un nouvel emplacement. Cette information peut être utilisée pour expliquer comment l'OBNL prévoit d'utiliser ces fonds non restreints. Les informations concernant les fonds des OBNL ont été régulièrement soulevées comme une question clé, en particulier pour distinguer entre les produits et les soldes qui peuvent être utilisés à n'importe quel objectif missionnaire, par opposition aux produits et soldes qui sont soumis à des restrictions. L'INPAG propose de nouvelles exigences en matière d'informations à fournir. Des informations sont requises pour chaque fonds significatif. Ces informations doivent indiquer l'objectif du fonds et le solde à la date de clôture des états financiers. Des détails sont également nécessaires sur les mouvements du fonds au cours de l'année. Au minimum, le montant total des produits, des charges, des autres changements et des mouvements entre les fonds doit être indiqué. Ces informations permettront de faire la réconciliation entre le solde d'ouverture et le solde de clôture de chaque fonds. Les raisons de tout transfert entre les fonds restreints et les fonds non restreints doivent être fournies. Une explication est requise pour tout solde d'un fonds restreint où l'objectif du fonds a pris fin, mais que le solde n'a pas été ou ne peut pas être transféré à des fonds non restreints. Enfin, des détails doivent être fournis sur l'objectif et toute utilisation prévue des fonds désignés internement. Les OBNL doivent tenir compte du volume et de la complexité des informations sur les fonds lorsqu'elles décident de la manière de les présenter pour en maximiser l'impact. Les petits fonds qui sont individuellement non significatifs peuvent être regroupés lorsqu'ils ont un objectif similaire. Les informations à fournir indiquent tout déficit ou excédent sur un fonds et comment ceux-ci ont été traités. Ces informations sont particulièrement importantes lorsque les déficits sont comblés à partir des fonds non restreints. L'information à fournir proposée montre comment les ressources de chaque fonds ont été utilisées. Elle comporte des lignes pour les différents fonds, regroupés selon qu'ils sont restreints ou non. Elle comporte également des colonnes pour le solde d'ouverture, les produits, les charges, les autres changements, les transferts entre fonds et le solde de clôture. Cela permet d'expliquer les différences temporelles lorsque des ressources sont reçues au cours d'une période de présentation des états financiers et utilisées dans une période de présentation ultérieure. Cela peut entraîner des excédents au cours d'une année et à déficit les autres. Les informations à fournir sur les produits et les charges des AES montrent les obligations qui ont été remplies pendant la période de présentation des états financiers. La fourniture d'informations sur les transferts entre fonds met en évidence les déficits des fonds individuels et la manière dont ils ont été traités. Ces informations sont importantes pour comprendre l'adéquation des ressources pour des fonds spécifiques et l'efficacité opérationnelle. Les informations à fournir proposées incluent également des renseignements sur les fonds non restreints. Cela peut être utile pour expliquer la politique de maintien des fonds non restreints ou la raison pour laquelle les fonds sont mis de côté dans des fonds désignés. Il est important de détenir suffisamment de fonds non restreints afin de se prémunir contre des facteurs ou des événements extérieurs. C'est un élément crucial pour évaluer la résilience financière. Une considération spécifique peut être nécessaire pour les actifs non courants s'ils ont été financés par des campagnes de levée de fonds, des subventions ou des dons. Les conditions liées à leur acquisition et à leur utilisation doivent être prises en compte pour déterminer si un actif fait partie d'un fonds restreint ou non restreint. Par exemple, si un actif financé par une subvention ne peut être utilisé que pour des activités liées à un projet, l'actif doit être présenté dans un fonds restreint. Mais si l'actif, une fois acquis, peut être utilisé librement à la discrétion de l'OBNL, il doit être présenté dans un fonds non restreint. Dans certains cas, un bailleur de fonds peut accepter que les actifs d'un projet soient utilisés à des fins générales une fois le projet achevé. À ce moment-là, l'actif sera transféré d'un fonds restreint à un fonds non restreint. L'exemple suivant illustre comment un actif non courant avec des restrictions est traité. D'autres exemples se trouvent dans le guide de mise en œuvre de l'INPAG. Une OBNL reçoit une subvention de 10 000 pour l'achat d'un camion. La subvention est un accord exécutoire de subvention, donc les revenus sont comptabilisés au fur et à mesure que l'OBNL remplit ses obligations. Le bailleur de fonds exige que le camion soit utilisé uniquement pour le programme de sensibilisation, qui doit durer 5 ans. Un revenu de 10 000 est comptabilisé lors de l'achat du camion. Le camion a une durée de vie prévue de 10 ans et est amorti selon la méthode linéaire. Le camion figure au bilan en tant qu'actif à son prix d'achat. Chaque année suivante, une charge d'amortissement de 1 000 $ est comptabilisée et la valeur comptable de l'actif est réduite.
Le droit du bailleur de fonds stipulant que le camion doit être utilisé uniquement dans le cadre du programme de sensibilisation spécifique signifie que l'OBNL a décidé que le camion est présenté dans le cadre de fonds restreints. Cela s'explique par le fait que le camion n'est pas disponible pour un usage général. Si le camion a été acheté au cours de l'année 0, le fonds a un solde d'ouverture de 10 000 au cours de l'année 1, ce qui correspond aux revenus reçus pour financer l'achat du camion. Ce solde est réduit de 1 000 au cours de chaque année successive en raison de la charge d'amortissement. À la fin du programme, au cours de la 5e année, l'OBNL peut utiliser le camion pour d'autres activités. À la fin de la période de 5 ans, l'actif est transféré hors d'un fonds restreint. Le solde est transféré du fonds restreint au fonds général. Le camion peut être regroupé avec d'autres actifs non courants soumis à des restrictions en tant que partie d'un fonds unique pour les actifs non courants, ou être maintenu individuellement. Toute décision de regrouper des actifs doit tenir compte des exigences externes. Le développement des exigences de comptabilité par fonds, tenant compte des commentaires sur l'exposé sondage 1, a entraîné 2 changements. Dans la section 2, Concepts et principes généraux, la comptabilité par fonds reste un concept, mais les détails et les définitions sont maintenant inclus dans la section 36. Le S1 proposait que l'état des produits et des charges présente des colonnes différentes, pour les fonds restreints et les fonds non restreints. Les propositions pour les informations à fournir dans la section 36 incluent ces informations. Pour éviter les duplications, l'état des produits et des charges ne nécessite plus la présentation en plusieurs colonnes proposées précédemment. Les exigences relatives aux autres états financiers principaux restent inchangées. L'état des variations des actifs nets comportera des colonnes pour les fonds restreints et les fonds non restreints, et l'état de la situation financière exigera une répartition du solde de clôture des fonds entre les fonds restreints et les fonds non restreints. Cette vidéo porte sur la comptabilité par fonds, avec l'exigence d'identifier les fonds qui doivent être présentés comme faisant partie des fonds restreints ou des fonds non restreints. Le terme « réserve générale » peut parfois être utilisé pour désigner le solde de clôture du fonds général. Le terme peut également être utilisé pour désigner la partie des fonds généraux qui serait disponible pour soutenir l'organisation en cas de choc. L'INPAG n'utilise pas le terme dans ces 2 sens. L'INPAG utilise le terme réserve uniquement en relation avec les sections spécifiques de l'INPAG, qui exigent la création d'une réserve. Par exemple, il y aura une réserve de réévaluation lorsqu'une OBNL utilise le modèle de réévaluation pour évaluer ses actifs et qu'elle enregistre des gains et des pertes de réévaluation. Ces réserves sont à des fins comptables et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins. Les réserves sont donc distinctes des fonds détenus par une OBNL et sont présentées séparément des fonds restreints et des fonds non restreints. En résumé, la comptabilité par fonds permet de suivre la réception et l'utilisation des ressources selon leur objectif prévu. Les OBNL peuvent disposer de fonds en plus d'un fonds général, soit en raison de choix de gestion, de lois juridictionnelles, d'exigences légales ou équivalentes découlant d'accords de subvention, ou suite à des attentes raisonnables créées par l'OBNL, selon lesquelles les ressources seront utilisées dans un but spécifique. L'INPAG précise les circonstances dans lesquelles il existe un fonds distinct et décrit les facteurs à prendre en considération, en particulier lorsque les parties prenantes peuvent avoir des attentes raisonnables quant au suivi séparé des ressources. L'INPAG exige qu'à chaque date de reporting, les fonds soient évalués pour déterminer s'ils font partie de fonds restreints ou de fonds non restreints. L'INPAG définit 2 critères pour qu'un fonds soit considéré comme un fonds restreint. Il précise également quelles charges doivent être imputées à un fonds et quand un transfert peut avoir lieu entre fonds. Les nouvelles informations à fournir exigent que les montants des produits, des charges, des transferts et des soldes de fonds soient indiqués pour chaque fonds ou regroupement de fonds non significatifs. Cette présentation permet d'assurer la transparence sur les éventuels déficits ou excédents d'un fonds. Une explication est requise pour tout fonds présentant un solde négatif à la date de clôture. Ces informations à fournir peuvent aider les OBNL à expliquer le contexte des excédents ou des déficits au cours d'une période de reporting financier particulière. Nous attendons avec impatience vos commentaires sur les propositions de l'exposé sondage 3. Pour répondre, visitez le site www.ifr4npo.org/avioursay. L'invitation à commenter comprend des questions sur des domaines particuliers pour lesquels nous aimerions recevoir des commentaires, mais les commentaires sont les bienvenus sur tous les aspects des propositions. Téléchargez un modèle de document de réponse et téléchargez votre réponse complétée ou votre lettre de commentaire. Les réponses doivent être rédigées en anglais. La date limite est le 16 septembre 2024.